Si vous pensez que le système solaire ressemble à ça, vous avez tort, ça ressemble plutôt à ça. Et puis vu que le soleil aussi se déplace dans la Voie lactée, en vérité c'est surtout ceci en fait. Mais cela est pour montrer qu'on a très souvent une conception complètement biaisée de ce qu'est réellement le système solaire. Et même si vous saviez déjà ce que je vous ai montré à l'instant, il y a peu de chances que ce soit le cas pour ce qui va suivre. Car il y a un type de corps céleste archi pas connu, c'est ce qu'on appelle les quasi-satellites. Enfin, pas connu essentiellement car je suis la seule personne suffisamment nerd pour me renseigner sur ce genre de sujet hyper obscur et avoir la motivation d'en faire une vidéo. C'est donc cela que je vais présenter ici. Déjà, un quasi-satellite, qu'est-ce que c'est? Bon, comme son nom l'indique, c'est un satellite, mais en à peu près. Bon, vu que je pense que c'est pas très clair, je vais l'expliquer ainsi. Même si on se dit souvent que les astéroïdes sont tous regroupés soit dans la ceinture principale, la ceinture de Kuiper ou le nuage d'Oort, en vérité, il y en a certains parmi ces astéroïdes qui se sont dit «Ah bah, la société des météores, moi je me balade seul, moi je vais où je veux». Comme on le remarque très bien sur cette image, tous les points blancs sont tous les astéroïdes répertoriés faisant partie de la ceinture principale, tandis que tous les autres s'y retrouvent en dehors. Alors, je vais pas m'attarder sur le groupe Hilda ainsi que sur le roleplay Guerre de Troie dans cette vidéo. Non, ce qui m'intéresse là, ce sont ceux présents au centre parmi les planètes telluriques. En définition, un quasi-satellite ou quasi-lune, c'est un astéroïde qui partage une orbite avec une planète autour du Soleil. On dit alors qu'il co-orbite celle-ci, mais sur une orbite avec une plus grande excentricité, faisant que l'orbite de l'astéroïde croise celle de la planète. L'existence de tels objets a été théorisée par l'astronome britannique John Jackson en 1913, mais l'expression de quasi-satellite n'a été utilisée pour la première fois qu'en 1997 par les deux astronomes finlandais Seppo Mikkola et Kimmo Inanen. L'excentricité orbitale étant l'écart entre la forme d'une orbite comparée à un cercle parfait, qui lui a donc une excentricité nulle de zéro. Par exemple, la planète Sedna a la particularité d'avoir une excentricité absurdement élevée par rapport aux autres objets de la ceinture de Kuiper, car étant de 0,852 e, ce qui donne une ellipse comme ceci. Sauf que bon, là vous allez me dire, pourquoi on appelle ça un quasi-satellite si ça orbite même pas autour de la planète? Bon, déjà, vous inquiétez pas, j'y viens. Mais avant cela, faut comprendre le concept de référentiel en physique. Un référentiel, c'est le point de vue par rapport auquel les mouvements vont s'appliquer. Par exemple, du point de vue du sol terrestre, un satellite géostationnaire, donc qui orbite à la même vitesse que la Terre, ayant pour but de rester au-dessus d'une même position, ce dernier semble ne pas se déplacer car la distance entre les deux reste toujours constante. Maintenant, lorsque deux objets se déplacent à des vitesses différentes, c'est le mouvement apparent de l'objet qui va changer. Ainsi, depuis le référentiel terrestre, Mars, qui orbite plus lentement que nous autour du Soleil, semble de prime abord se déplacer sur son orbite, mais vu que la Terre finit par dépasser Mars, cette dernière semble alors reculer par rapport à nous. C'est ce qu'on appelle la rétrogradation, et c'est exactement ce même principe qu'on va appliquer pour les quasi-satellites. Voici un exemple avec le quasi-satellite de la Terre 2002 AA29, avec sa position en l'an 2589. Selon le référentiel solaire, les deux corps célestes orbitent simplement sur une orbite très similaire, mais selon le référentiel terrestre, la quasi-lune semble tourner autour de la Terre avec une orbite un peu en forme d'œuf. Donc si vous regardez cette vidéo dans 564 ans, faites une petite salutation à 2002 à 29. D'ailleurs, fun fact, ce dernier pourrait s'agir potentiellement d'un ancien débris issu de la collision entre la prototerre et Theia, qui ne s'est pas aggloméré pour former la Lune. De manière générale, les quasi-satellites font partie de ce qu'on appelle le mouvement coorbital, c'est-à-dire quand deux objets coorbitent autour d'un troisième, cela n'étant d'ailleurs qu'un cas particulier du fameux problème à trois corps. Sur quoi il va vraiment falloir que je parle un jour dans une vidéo dédiée, car ça fait 2 fois que je tease le sujet sans vraiment l'aborder de fond en comble.
Chacun des objets impliqués dans une relation de coorbitage s'appelle coorbitant, tandis que l'objet le moins massif de la configuration s'appelle un coorbiteur. Différentes configurations existent, les habituels satellites, les quasi-satellites ainsi que les orbites en fer à cheval. Bien que ce dernier cas soit souvent considéré comme étant également un quasi-satellite, vous allez comprendre pourquoi. On va donc voir diverses quasi-lunes parmi ces deux derniers types. Mais avant cela, je dois aborder encore 3 points importants. Et oui, encore. Premièrement, il s'agit de cette classification également utilisée pour les astéroïdes. Les Atira sont caractérisés pour avoir leur orbite entièrement à l'intérieur de l'orbite terrestre, ainsi que croisant l'orbite de Vénus et Mercure, ayant un aphélie, point le plus éloigné de l'orbite, inférieur à celle de la Terre qui est de 0,983 unités astronomiques. Les atones sont caractérisés pour avoir un aphélie plus grand que celui de la Terre, croisant donc l'orbite de celle-ci, tandis que le demi-grand axe, moitié du plus grand diamètre d'une ellipse, comme étant égal à 1 unité astronomique. Cette configuration étant celle de 2002 à 1,29 citée précédemment. Les Apollones, eux, sont caractérisés pour avoir un demi-grand axe strictement supérieur à 1 unité astronomique, ainsi qu'à périhélie, point le plus proche de l'orbite, inférieur à 1,017 unités astronomiques. Et enfin, les Amors, qui eux sont caractérisés pour avoir un périhélie supérieur à celui de la Terre, c'est-à-dire que ceux-ci ne croisent jamais son orbite. On peut parler ici d'astéroïdes géofrôleurs, tandis qu'au contraire ces derniers croisent bien l'orbite de Mars. Sachant que chacun de ces noms ont été donnés en référence au premier astéroïde répertorié dans chacune de ces catégories. Une seconde classification existe aussi pour classer les astéroïdes selon l'orbite des planètes que ceux-ci croisent. Le terme géocroiseur est évidemment le plus connu, le géo faisant référence à la Terre, tirant son origine de Gaïa, déesse grecque de la Terre-Mère. À savoir que des noms similaires sont donnés pour chacune des planètes et suivant pour chacune le nom grec de la divinité romaine de laquelle la planète a pris son nom. Herméocroiseur pour Mercure, Cytérocroiseur pour Vénus, à savoir qu'ici le nom vient de Cytérée qui est un autre nom de la déesse Aphrodite. Aréocroiseur pour Mars, Zénocroiseur pour Jupiter, Chronocroiseur pour Saturne, Uranocroiseur pour Uranus, Poséidocroiseur pour Neptune, bien que ce dernier, le terme objet transneptunien, est beaucoup plus utilisé. Et bien évidemment, vous pouvez remplacer croiseur par frôleur et vous avez des astéroïdes de l'équivalent Amor pour chaque planète. Mais dans ce cas, vous allez me dire, mais quelle est donc la différence entre une quasi-lune et un astéroïde croiseur? Bon, en théorie, il n'y en a pas, une quasi-lune est un astéroïde croiseur. La différence, c'est justement le troisième point que j'ai abordé, la résonance orbitale. Prenons comme exemple les lunes joviennes. Lorsque Europa accomplit 2 révolutions autour de Jupiter, Io en accomplit une seule. Les deux lunes sont donc en résonance 2-1. Pareil avec Ganymède qui est en résonance 4-1 avec Io. Ainsi, la configuration en quasi-satellite ne marche que lorsque la résonance entre la planète et la quasi-lune est de 1-1, c'est-à-dire que les deux effectuent une orbite autour du Soleil en autant de temps et donc reviennent à la même position à chaque révolution. En théorie, car en pratique, les orbites sont influencées par tous les autres corps célestes autour, faisant qu'elles ne sont jamais stables sur le long terme. Faisant ainsi que n'importe quelle quasi-lune n'est en fait qu'un astéroïde croiseur qui rentre temporairement en résonance avec une planète. La planète Terre possède de nombreux quasi-satellites recensés actuellement. J'ai déjà mentionné un d'entre eux précédemment, je vais ici me focaliser sur un en particulier. Celui-ci est intéressant car cela va me permettre d'aborder l'orbite en fer à cheval. Il s'agit de 3753 Comment on prononce ce truc? 3753 Crania. Bon, je vais l'appeler Cruint, ça sera mieux. Il s'agit d'un objet de 5 km de diamètre de type Atone, qui comme vous le voyez ici forme selon le référentiel terrestre une orbite en une sorte de haricot.
Sauf que ce haricot, il est pas fixe du tout, vu qu'il se déplace légèrement autour du Soleil, faisant que 385 ans plus tard, celui-ci se retrouve de l'autre côté de l'orbite de la Terre, à une distance minimale de 12 millions de kilomètres, pour ensuite repartir dans l'autre sens pour 385 années supplémentaires, dû à un phénomène qu'on appelle l'appui gravitationnel, dans lequel les deux objets stellaires s'échangent de l'énergie mutuellement, formant ainsi depuis le référentiel terrestre une orbite en fer à cheval, dont voici un exemple avec 2010 et SO16. Ce qui est surprenant avec son orbite, c'est qu'il serait possible qu'elle soit dans cette configuration depuis près de 100 000 ans, alors que généralement les orbites ne restent jamais stables aussi longtemps. Par contre, dites-vous bien que Cruynt est un titan colossal comparé aux autres habituels quasi-satellites. En effet, 5509 Fjorp, 164 207 Cardea ou 469 219 Kamo Oalewa, qui sont avec Cruynt les 4 quasi-satellites terrestres nommés par un vrai nom et pas ce genre de truc, qui font respectivement 114 mètres, 163 mètres et une estimation entre 30 et 100 mètres. Ce qui, en comparaison, donne ceci. Vous les voyez pas? C'est normal. Ils sont là, en bas. Second fun fact de la vidéo, le 29 mai dernier, la Chine a envoyé une sonde du nom de Tianwen-2, ayant pour but de prélever des échantillons sur Kamo Oalewa, ainsi que survoler la comète 311P Pan-STARRS. Et oui, si vous aviez toujours pas fait un rapprochement, quand on nous sort des articles en mode « La Terre a une deuxième lune !» ça vient de là. Derrière ce sensationnalisme, c'est juste des quasi-satellites temporaires, comme c'est d'ailleurs récemment le cas avec 2025 PN7, ou des astéroïdes qui sont effectivement captés par l'attraction terrestre, orbitent temporairement autour, puis repartent comme si de rien n'était. 2025 PN7 qui a une taille impressionnante de 19 mètres. Je pense pas qu'autant de médiatisation soit nécessaire pour si peu. Bientôt c'est un gravat le truc. Je vais passer ici aux quasi-lunes de Vénus et ainsi pouvoir aborder celle qui m'a fait vouloir faire une vidéo sur ce sujet. Je vous présente 524 522 Zojve. Alors si vous vous demandez pourquoi je prononce ça Zojve, c'est parce que quand j'ai découvert ce truc, je me renseignais sur le programme soviétique Venera, et que la translittération du cyrillique au latin du son je peut s'écrire ZH, ce qui m'a involontairement influencé ma prononciation. Ensuite, il y a quelque chose d'assez amusant sur son nom, c'est qu'il s'agit en vérité d'une faute de frappe, de son nom provisoire 2002 VE68, dans lequel le 2002 VE a été translittéré Zojve par erreur. Nom qui fut approuvé comme officiel par l'UAI en 2024. Il s'agit donc d'un objet sidérocroiseur de type Aton, ayant une dimension de 234 à 518 mètres, formant comme on le voit ici une orbite en fer à cheval, bien que celle-ci soit centrée sur la planète plutôt que le cas de Cruynt, où l'orbite était à l'extérieur de celle-ci, étant un quasi-satellite de Vénus depuis près de 7000 ans et sera éjecté dans environ 500 ans. Bien que Zojve soit la plus connue, Vénus possède également une seconde quasi-lune, 322 756 2001 CK32, qui est bien plus grande car dépassant 1 km sur sa longueur et 477 mètres sur sa largeur. Vu qu'il n'y a pas de quasi-lune détectée autour de Mercure, je passe directement au quasi-satellite de Mars, dont 2020 est le 1, que je vais appeler Lei, dont la page Wikipédia ressemble à ça. Donc, pour confirmer que c'est bien une pseudolune martienne, j'ai dû aller sur ce site, trouver l'objet dans ça, et ensuite devoir interpréter ce truc. Ce qui me permet de savoir que c'est bel et bien un objet aérocroiseur de type Apollon, en résonance avec Mars étant donné que le demi-grand axe A, ainsi que la période orbitale P sont très similaires à ceux de la planète. Qu'est-ce que je dois pas faire pour faire des vidéos, moi? C'est un objet artificiel, donc je le mets un peu à part, mais la sonde soviétique Phobos 2 avait temporairement été un pseudo-satellite de la lune martienne Phobos.
Je vais conclure la vidéo sur ça. J'espère que le sujet a été intéressant et qu'elle a permis de vous faire découvrir des choses méconnues sur l'espace. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si cela vous a plu et à la prochaine.